On nous dit souvent que les insectes seront notre nourriture de demain. Mais pour de nombreux prédateurs, c'est déjà leur nourriture d'aujourd'hui. Ces animaux très divers ont tous un point commun. Ce sont les insectivores. Son nom latin est Mantis religiosa. On l'appelle communément menthe religieuse. Leurs pattes de devant, les pattes ravisseuses, sont pliées comme ça. Donc on croirait qu'elles sont assises comme pour prier. Elle semble peut-être absorbée dans une profonde prière, mais cet insecte n'a rien d'un enfant de cœur. C'est l'un des prédateurs les plus sanguinaires et les plus sournois de la planète. La menthe religieuse est un insecte carnivore. Elle mange toutes sortes d'autres insectes qui volent autour d'elle et qui se trouvent dans le même habitat qu'elle. Ce qui en fait une tueuse d'insectes exceptionnelle, c'est son extraordinaire acuité visuelle. La menthe religieuse possède 2 grands yeux et ses yeux lui permettent de voir en stéréo. Elle a donc une excellente perception de la profondeur. C'est très important pour elle car c'est un prédateur à l'affût. Ce champ de vision exceptionnel lui permet de détecter tout mouvement à plus de 20 mètres d'elle. Les parties du haut de son corps sont complètement articulées. Elle peut tourner le cou, regarder à 180 degrés autour d'elle, tout en faisant pivoter le reste de son corps dans une autre direction, avec les pattes qui lui sont attachées. Elle peut donc scruter son environnement pour chercher des proies qui passeraient tout autour d'elle, sans bouger le corps d'1 millimètre. Cela revient à dire que cette bête-ci a littéralement des yeux derrière la tête. En tant que chasseur à l'affût, la menthe religieuse connaît la meilleure des ruses en matière de supercherie, le camouflage. Cette menthe africaine a appris à se fondre dans le paysage. Elle a des chances de rester invisible à sa future proie. Le maître dans cet art est la menthe orchidée. Cette menthe n'a pas seulement appris à se cacher grâce au camouflage. Elle a aussi compris comment l'utiliser pour ressembler à un aliment qui intéresserait sa proie. Cette adaptation est appelée le mimétisme agressif. Quand un insecte s'approche d'une fleur pour la polliniser ou pour se régaler de son nectar, il se fait souvent surprendre par la menthe religieuse qui attend tranquillement la venue d'une proie. Pour rendre son astuce encore plus magique, la menthe orchidée est ornée d'une tache noire à l'arrière de son abdomen. Cette tache ressemble à une grosse mouche et elle attire ainsi des mouches plus petites qui se posent sur la menthe religieuse en pensant que c'est une fleur. Des mouches plus grosses s'approchent ensuite en croyant qu'elles sont en sécurité. Quand l'insecte est suffisamment proche, la menthe religieuse n'a plus qu'à récupérer sa capture. La menthe évalue la distance qui la sépare de sa cible et imagine alors une stratégie de frappe. Ensuite, à la dernière seconde, elle attaque. Elle projette en avant ses grandes pattes ravisseuses. L'assaut est si bref qu'il est à peine perceptible à l'œil nu. Si on regarde de près ses pattes avant, on peut voir qu'elles sont très longues. Elles peuvent s'étirer très loin et sont équipées de longues épines et harpons. Et c'est ce qui lui sert à capturer ses proies. Pour la victime, la fuite est futile.
Les pattes avant de la menthe religieuse agissent comme une paire de ciseaux, sauf que ces ciseaux sont composés d'un grand nombre d'épines qui réduisent à néant toute possibilité de s'en sortir une fois capturé. Si l'insecte bouge encore, ce n'est pas un problème. Elle aime la nourriture fraîche. La menthe religieuse est un prédateur très féroce. Elle attend en silence qu'une proie s'avance. L'insecte doit être suffisamment gros pour être intéressant à attaquer. Elle l'attrape puis le serre dans ses pattes avant. En général, elle ne s'embête pas à le tuer. Elle le mange vivant. Si la proie se débat trop, pour raison stratégique, la menthe peut commencer par lui trancher la tête et éviter ainsi qu'elle continue de trop gigoter. Même à l'état de nymphe, certaines menthes, comme celle-ci, pratiquent déjà la ruse et la supercherie. Quand les toutes petites menthes naissent, elles sont si petites qu'elles ressemblent à des fourmis. C'est leur façon de se protéger. On appelle ça le mimétisme de la fourmi. C'est une technique de survie très ingénieuse. Comme la plupart des prédateurs évitent en général de manger des fourmis, cette nymphe a une plus grande chance d'atteindre l'âge adulte. La ruse commence tôt chez cet animal. En grandissant, elle va faire partie intégrante de sa technique de chasse et faire de ce maître de l'affût un chasseur sans pareil. Ses proies peuvent toujours faire leur prière. N'y a-t-il vraiment rien d'intimidant chez les scorpions? Leurs dards, leurs pinces, et rien que la façon de se déplacer. Alors si ces prédateurs sans pitié nous effraient, nous, imaginez un peu ce que ressentent leurs victimes. Dans notre monde, les arthropodes sont absolument partout. Cette immense famille inclut tous les insectes, les araignées, les crustacés et plus encore. Ils constituent à eux seuls 90% du règne animal. Qu'ils aient 6, 8 ou 100 pattes, la plupart de ces animaux ont su évoluer pour survivre dans les conditions les plus dures. Le scorpion en fait partie. Les scorpions sont apparus sur la planète il y a plus de 400 millions d'années. Il est difficile d'y survivre et difficile d'y prospérer, mais les scorpions y parviennent très bien. Leur grande maîtrise de la chasse est un réel atout. Ils s'adaptent très bien à leurs conditions environnementales. En plus, ils peuvent manger une grande variété de nourriture, des rongeurs, des lézards, mais aussi des serpents. Toutes ces proies les obligent à utiliser diverses méthodes de chasse. Ils ont des pinces puissantes qui leur servent à attraper et maîtriser leur prise. Dans l'ensemble, on peut dire que ce sont de très bons chasseurs. Ces prédateurs maîtrisent parfaitement l'art de tuer. Pourtant, ils sont quasiment aveugles. Ils ont 6 yeux, mais ils utilisent davantage leurs organes sensoriels que leur vue. Ils ressentent les vibrations du sol, les mouvements de l'air et les particules chimiques grâce aux longues soies sensorielles sur leurs pinces. Donc, ils utilisent plutôt ces organes-là pour dénicher et attraper leur proie plutôt que leurs yeux. Quand ils savent qu'un repas n'est pas loin, ils accélèrent. Le scorpion est extrêmement agile. Il se déplace très vite sur le sol de la forêt, dans les feuilles mortes ou sur le sable. Il est très rapide. L'arme de choix du scorpion? Ses pinces, évidemment. Ces puissantes tenailles servent à capturer et maîtriser les proies. Les pinces sont utilisées pour des raisons différentes suivant les scorpions. Certains ont de très gros et puissants pédipalpes qu'ils utilisent pour maintenir leur proie, puis l'écraser et la tuer. D'autres ont des pinces beaucoup plus rudimentaires, mais leur queue est très épaisse. Les pinces servent seulement à attraper l'animal. Elles ne sont pas assez fortes pour l'écraser. Une fois que la victime est piégée, les fameuses pinces finissent le travail. Puis la queue injecte un dangereux cocktail de toxines. Le venin du scorpion sert en fait à immobiliser et tuer la proie. Une fois injecté, il agit comme une neurotoxine qui provoque une paralysie. La proie ne bouge plus. Mais ce n'est pas tout. Le poison sert aussi à détruire l'animal de l'intérieur. Ça le liquéfie. C'est une enzyme qui aide le scorpion à digérer les protéines une fois qu'il a dévoré sa proie.
Quand le venin est injecté et que la proie est liquéfiée, le scorpion commence à se servir. Les chélicères du scorpion correspondent aux mâchoires de l'insecte. Elles ressemblent à des crochets qu'il utilise pour absorber le liquide ou maintenir la proie. Ces parties peuvent bouger indépendamment, ce qui facilite le passage de la nourriture dans la bouche. Elles bougent de droite et de gauche librement. Ça donne l'impression que le scorpion est en train de mâcher, mais en fait, il fait entrer la nourriture à l'intérieur de la bouche. Le scorpion suscite la peur chez les êtres humains. Pourtant, parmi les 1500 à 2000 espèces de scorpions recensées, seulement une vingtaine est assez toxique pour nous mettre en danger. Prédateurs redoutés, tueurs efficaces, maîtres en matière de survie. Finalement, les scorpions font partie des prédateurs insectivores les plus robustes de la planète. À première vue, elle ressemble à n'importe quelle jolie plante. Mais ne vous y fiez pas. La dionée, ou attrape-mouche, est une tueuse sans pitié. Elle est calme, sournoise et efficace. Et quand le sale boulot est terminé, elle ne laisse aucune trace derrière elle. Mais c'est le motif de son crime qui la rend si intéressante et si originale. Nous savons que les plantes trouvent leur nourriture dans l'air. Par photosynthèse, elles utilisent l'énergie solaire pour absorber et synthétiser le dioxyde de carbone. Mais aussi dans la terre, les nutriments s'infiltrent par les racines de la plante. Ceci est un problème pour la dionée, car elle pousse principalement dans les tourbières, là où le sol est extrêmement pauvre en nutriments essentiels, comme le phosphore ou le nitrogène. Même si ces nutriments sont rares ou absents du sol, ils restent pourtant nécessaires à la plante. Elle doit donc se les procurer autrement. Elle doit manger des protéines animales. La dionée les trouve chez les insectes et autres petits invertébrés, principalement des fourmis, des araignées et des mouches. Beaucoup de mouches. Elle engrange pour ne jamais se retrouver à court quand elle a faim. Comme les plantes sont sédentaires, elles doivent trouver des moyens pour attraper ces animaux. Elles ne peuvent pas les pourchasser, donc le plus simple, c'est de les piéger. Et comme les pièges sont plus efficaces avec des appâts, l'attrape-mouche a élaboré des tactiques efficaces. Ces pièges sont d'un rouge bien vif. Cette couleur est un moyen pour la plante d'imiter quelque chose qui peut attirer les invertébrés, comme par exemple une fleur. Ou ça pourrait aussi imiter un morceau de viande en décomposition pour attirer les scarabées et les mouches qui en raffolent. Mais la couleur ne fait pas tout. Quand il faut attirer une proie, la plante a encore un autre tour dans son sac. Les dionées ont des glandes nectarifères qui sécrètent une solution sucrée tout autour de leur piège. Les différents processus liés aux insectes, tels la pollinisation, nous ont montré que ceux-ci sont très friands du nectar des fleurs. Cependant, les scientifiques cherchent encore à comprendre comment la plante arrive à fermer son piège sans utiliser de nerfs, de muscles ou de tendons. Une explication viendrait peut-être d'une affaire de poils. À la surface des lobes du piège se trouvent des petits poils appelés trichomes. Ils sont très sensibles au toucher. Quand ils sont stimulés, ils envoient une impulsion jusqu'à la nervure centrale. C'est ce qui déclenche un mécanisme à ressort. Ça fonctionne comme un diable dans une boîte. Certains scientifiques pensent que ce processus est mis en route par la pression d'une sorte de fluide. Celle-ci est activée par une onde électrique qui passe dans chacune des deux feuilles ou des deux lobes. Quand ces trichomes sont stimulés, ils envoient à l'articulation un message chimique qui va provoquer une migration massive d'ions
et de liquide cytoplasmique. Le mouvement et l'augmentation très rapide des ions et du liquide créent des différences de concentration des cellules qui se trouvent dans cette nervure centrale par rapport à celles qui n'y sont pas. Ainsi, la nervure se referme sur elle-même et referme le piège. Peu importe le mécanisme, ça fonctionne. Une fois que ces poils sensitifs sont stimulés, il ne faut pas plus d'un tiers de seconde pour que les lobes se ferment. Mais tous les visiteurs ne sont pas condamnés. Il faut un minimum de 3 trichomes stimulés pour que le piège se referme. Et la raison est loin d'être idiote. C'est tout à fait logique du point de vue de l'évolution. Ça lui évite de se refermer en cas de fausse alerte. Si le piège se referme sans proie à l'intérieur, ça voudrait dire que le piège reste fermé pendant 12 heures avant de pouvoir se rouvrir, une durée pendant laquelle la plante ne peut pas se nourrir. De plus, ce serait une perte d'énergie. Quand une mouche est piégée, le travail funeste commence. Une fois que la dionée a réussi à enfermer sa proie à l'intérieur du piège, des glandes spéciales se mettent à sécréter des enzymes digestives au cœur du piège. Celui-ci va lentement digérer la victime sur plusieurs jours. L'ensemble du mécanisme de digestion peut en fait durer jusqu'à 12 jours. Pendant ce laps de temps, pour s'assurer que la proie reste dans son meilleur état de fraîcheur, les lobes de la plante fabriquent un jus antiseptique qui empêche l'insecte de se décomposer. Dans le monde de l'attrape-mouche, rien ne peut être jeté. Les nutriments sont vraiment trop précieux. En fin de compte, cette courageuse survivante des marais continue de résister grâce à ses pièges mortels. Pour nous, les libellules semblent délicates et agiles. Mais pour les moustiques, elles sont terrifiantes. Heureusement pour nous, leur repas préféré se trouve être l'un de nos pires ennemis. Elles ont un côté magique et paisible quand on les voit flotter dans nos jardins. Mais ces créatures légères sont des chasseurs voraces. C'est l'exemple même de la sérénité. Mais ne vous y trompez pas, les libellules sont en fait des prédateurs incroyables. Prédateur, c'est un euphémisme. Ces insectes aux allures tranquilles sont conçus pour tuer. Pour les mouches, ce sont des armes de destruction massive. La libellule vole comme un avion de chasse F-18 en mode supersonique. La plupart des insectes chassent leurs proies en les poursuivant. La libellule n'est pas une exception. Elle est comme un avion de combat avec un système de repérage de pointe. Quand une libellule localise une mouche, elle calcule non pas l'endroit où la mouche se trouve, mais où la mouche sera une fois qu'elle-même l'aura rejointe. Sa stratégie pour attraper la mouche en vol consiste à calculer son trajet jusqu'au moment où elle va la saisir, plutôt qu'à pister la proie pour la rattraper. La libellule anticipe donc le lieu où va se trouver sa proie pour l'intercepter en route. Leur système de repérage sophistiqué est mis au point grâce à leurs yeux énormes. La libellule est l'un des insectes qui a les plus gros yeux au monde. Sa tête n'est quasiment qu'un globe oculaire. Et ce sont des globes oculaires de super-héros. Ils ont plus de facettes que n'importe quel autre œil d'insecte, ce qui veut dire plus de pixels et plus de résolution. Ils permettent de voir à 360 degrés, ce qui est très pratique quand on doit défendre son territoire ou pourchasser son dîner. Une fois que les yeux ont élaboré une trajectoire de vol, la libellule s'approche de sa proie en se servant de ses ailes qui sont tout aussi sophistiquées. Les 4 ailes de l'insecte ressemblent à des vitraux. Chacune d'elles est connectée à un seul muscle, ce qui lui permet de battre à sa propre vitesse et de bouger indépendamment des autres. Dans le monde des insectes, c'est la libellule qui surpasse tous les autres.
Elle peut non seulement voler à grande vitesse, mais aussi varier ses déplacements comme aucun autre insecte volant n'est capable de le faire. La libellule peut bien sûr se diriger et changer de direction, mais elle sait aussi voler en avant, en arrière et se déplacer latéralement. Une boîte de vitesse, comme celle des voitures de course, lui sert à chasser les moustiques et les mouches. Mais la particularité qui en fait une super tueuse doit encore être dévoilée. Quand un insecte se fait prendre, la libellule utilise ses pattes avant comme un panier à provisions. Quand la libellule capture une mouche, elle ne se sert pas uniquement de ses ailes et de ses mâchoires, elle se sert aussi de ses pattes. En vol, quand elle s'approche de la mouche, elle arrive par au-dessous et elle utilise ses pattes avant pour attraper la mouche par en bas. C'est la raison pour laquelle on appelle ça la prise panier. Une fois que la libellule a capturé sa proie, elle va souvent se percher quelque part et la mâcher un moment. Elle a de grandes mandibules pour mâcher longtemps. Heureusement pour nous, la libellule mâche beaucoup. Elle mange même ses satanées guêpes. Et leur grand appétit permet de contrôler les populations de ces fichus moustiques. Une seule libellule peut en manger entre 30 et 100 par jour. Les libellules sont des prédateurs voraces. Elles sont constamment en train de manger ou de chercher de la nourriture. Personne ne sait exactement la quantité qu'elles ingurgitent, mais on estime qu'elles mangent entre 20 et 50% de leur poids. Elles brûlent tellement d'énergie en volant qu'elles doivent se nourrir continuellement. Tout semble impitoyable chez la libellule. Si sa proie est trop grosse, elle la neutralise en la mordant directement à la tête. Elle n'a aucun état d'âme à manger d'autres petites libellules. Ses puissantes mâchoires crantées les écrasent en bouillie. Même si pour nous elle apparaît comme une jolie créature délicate, pour le petit moustique, elle est absolument terrifiante. Tout prédateur a besoin d'une caractéristique propre à chacun. Ces insectivores tenaces en ont une extraordinaire. Ils ont su évoluer pour chasser des ressources alimentaires quasi illimitées avec des procédés quasi parfaits.